Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. 3-0. Call it, take it quickly, Origi! He's done it! Yeah! Unbelievable! Divock Origi! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle semaine sur Passion Foot. On va commencer bien évidemment cette semaine par l'actualité. Beaucoup de choses à dire sur cette semaine, notamment pour le football français. On ira du côté de Marseille où le club est en train de s'effondrer petit à petit. On s'arrêtera sur le cas des Girondins de Bordeaux et la situation économique. Le club est-il prêt pour un bilan, pour un dépôt de bilan? On parlera de la fameuse pétition de Amiens pour une Liga à 22 ou encore de l'UEFA qui pourrait annuler les barrages des compétitions européennes. Et enfin, on fera un petit stop sur l'affaire Rabiot avant de passer à la rubrique Mercato. Tout ça, c'est à retrouver tout de suite dans cette émission sur Passion Foot. Il lui a donné son numéro de téléphone et il lui a demandé où l'année prochaine il allait l'entraîner et qu'il le suivrait quoi qu'il arrive. Non, Annecy, je vous le dis. Et bien évidemment, pour parler de tous ces sujets, je suis toujours bien évidemment accompagné de mes deux compères, Mathéo et Brieux. Comment tu vas, Mathéo ? Bonjour, ça va très bien. Il y a beaucoup de choses à traiter aujourd'hui. On va avoir du boulot, les gars, je vous le dis. Beaucoup d'actualités, bien évidemment. Et bien évidemment, toujours avec Brieux. Comment tu vas, Brieux ? Super. Et vous, les gars ? Bah écoute, moi ça va parfait. On retrouve petit à petit notre football avec bien évidemment la Bundesliga qui va reprendre ce week-end. Mais bien évidemment, on va d'abord s'attarder sur tous les sujets dont on vous a parlé plus tôt. Bien évidemment, la grosse information de la semaine, c'est l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille était en train de s'auto-saborder. Jeudi 14 mai, RMC nous a informé que le directeur sportif Andoni Zubizarreta quitte le club avant d'être confirmé par le club plus tard. La raison de son départ a été communiquée par le club. L'OM va recruter un directeur général du sport, chose qui aurait déplu à Andoni Zubizarreta. S'en est suivi beaucoup de spéculations sur l'avenir marseillais. Avant de rentrer dans les détails, Mathéo, qu'est-ce que tu penses du choix de Jacques-Henri Hérault et de la direction de l'Olympique de Marseille de se séparer de Zubizarreta ? Alors moi, honnêtement, c'est pas le départ de Zubizarreta qui m'inquiète le plus, dans le sens où c'est plus indirectement. Je m'explique. En fait, Zubizarreta, je trouve qu'on lui a mis pas mal de bâtons dans les roues depuis le début, pas mal de restrictions. On a donné beaucoup de pouvoir à un moment donné à Rudy Garcia sur le recrutement. Donc au final, je me dis à quoi a vraiment servi Andoni Zubizarreta ? Je comprends qu'il a envie de partir, peut-être qu'il s'épanouissait moins. Et je comprends que le club le fasse partir aussi si c'est un gros salaire. Donc je trouve que franchement j'ai du mal à trouver des bons points sur cette collaboration. Moi c'est plus indirectement avec toutes les conséquences que ça a causé derrière avec Andrés Villas-Boas, mais ça on en reviendra plus tard. On reviendra bien évidemment plus tard là-dessus. Brieux, quand on regarde par exemple le dernier mercato de l'Olympique de Marseille qui a été notamment beaucoup source des résultats de l'Olympique de Marseille, ce mercato a été dirigé par Andoni Zubizarreta. Est-ce qu'on n'est pas quand même sur la perte d'une continuité quand même avec le départ d'Andoni Zubizarreta ? Ah si, totalement. Et comme l'a dit Mathéo, il a été vraiment très compliqué pour lui de s'imposer à l'OM, Andoni Zubizarreta, pardon. Au début, il a une relation très conflictuelle avec Rudy Garcia. C'était Rudy Garcia qui faisait quasiment tout le mercato. Là, il commençait à trouver ses marques et ça marchait plutôt bien avec André Villas-Boas au vu des résultats de la saison. Donc c'est vraiment très dommageable pour l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas comment ils vont réussir à le remplacer et par qui. Et surtout, on attend de voir ce que va faire André Villas-Boas. On sait qu'il était très attaché à Zubizarreta, donc on attend de voir, mais ça n'annonce pas des très bonnes choses pour l'Olympique de Marseille. Justement, on a beaucoup parlé des destins liés entre Zubizarreta et Andrés Villas-Boas. Vendredi dernier, Jacques-Henri Hérault s'est exprimé sur la situation actuelle au micro de RMC et a annoncé vouloir garder le coach portugais sur le long terme. Brieux, du coup, qu'est-ce que tu penses du coup de l'avenir d'André Villas-Boas au sein du club ? Est-ce qu'il est déjà acté ou est-ce qu'il y a encore une chance qu'il reste à l'OM ? Pour moi, il n'est pas encore officiel, mais je pense qu'il est vraiment acté. Hein. Il a répété à plusieurs reprises que déjà, il était patient en cours de saison de poursuivre à l'OM, au vu du budget et de tout ce qui pouvait se passer cet été au
au mercato notamment. Et en plus de ça, là, il perd vraiment son pilier à l'Olympique de Marseille, qui est Andoni Zubizarreta, dont il a aussi dit plusieurs fois que si Zubizarreta partirait, il partirait sûrement. Donc pour moi, ça fait aucun doute, c'est pas encore officiel, mais je pense que dans les prochaines semaines, André Villas-Boas va quitter le navire olympien. Mathéo, toi, qu'est-ce que tu en penses du coup du possible départ d'André Villas-Boas? Est-ce que ça peut être vraiment le cataclysme dans ce club si le coach portugais venait à partir? Ce serait catastrophique et ce serait un effet domino. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas tant le départ de Zubi directement qui m'inquiète, c'est plutôt indirectement et donc toutes les conséquences que ça va avoir. Tu perds un coach qui a réussi quand même à créer cette espèce de solidarité, cet amour, cet esprit de famille au sein de l'équipe marseillaise. Et puis, je vais même aller encore plus loin. C'est cette union sacrée avec les supporters qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas retrouvé depuis Bielsa. Et honnêtement, moi, ça, je trouve que c'est se tirer une balle dans le pied. Et du coup, ça va, Monsieur Hérault va avoir le champ libre pour vendre qui il veut. On parle d'une phase de trading. Ça, tu vas peut-être le réexpliquer après. Mais du coup, ça veut dire trading. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais de la vente de joueurs, de jeunes joueurs. Donc, on entend beaucoup parler de vente, mais pas beaucoup d'achats. Quand on voit la profondeur de banc de l'Olympique de Marseille cette année, il y a de quoi s'inquiéter, surtout qu'ils vont disputer une compétition européenne la saison prochaine. On peut prendre l'exemple du LOSC, par exemple, qui était un peu dans la même situation avant la Ligue des Champions, mais le LOSC a rendu Pepe, Mendes, Leao ou encore Koné, mais derrière, tu recrutes Renato Sanchez à 25 millions, tu recrutes Osimhen à 15 millions, Yassité à 17 millions, Wea, André, enfin, il y a des réels investissements, 70 millions d'investissements. Ça va être très très compliqué pour l'Olympique de Marseille la saison prochaine. En plus, tu as la menace du fair play financier. Non, c'est catastrophique. Ce qui se passe, c'est catastrophique. On en parlait beaucoup du coup de cette phase de trading. Jacques-Henri Hérault a donc parlé donc à RMC en disant que c'était avec le départ d'Andoni Zubizarreta la fin de la phase 1 du projet de l'OM Champions Project initié par Franck McCourt. Cette phase de training, elle va être très très importante pour l'Olympique de Marseille si elle veut se sauver, on va dire économiquement parlant. On est au beau milieu d'une crise économique qu'on connaît actuellement qui est énorme et qui se rajoute du coup aux finances très ternes de l'Olympique de Marseille. Au micro d'RMC, il avait dit que le trading était, on va dire, une phase très très importante. On l'a vu, donc comme tu l'as dit Mathéo, à Lille, mais cette phase de trading, elle a réussi à Lille parce qu'il y a une direction qui sait ce qu'elle fait, qui sait quel joueur prendre, qui sait quel joueur vendre, comment utiliser ses joueurs. Grand bravo d'ailleurs à Luis Campos par rapport à tout ça. Mais à l'OM, il n'y a pas ça. On est quand même sur une phase de trading qui s'annonce très très compliquée pour l'Olympique de Marseille-Brieuc, non ? Totalement, hein. Comme tu l'as dit, Marseille, on ne sait pas vraiment où ils vont. On ne sait pas du tout ce qui va se passer pour eux. Donc vraiment, ils avancent dans le flou, encore plus avec tout ce qui s'est passé cette semaine. On en découvre un peu à la manière de Bordeaux, on en parlera plus tard. On en découvre tous les jours sur ce qui se passe à l'OM. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Mathéo, qu'est-ce que tu penses toi par rapport à tout ce ménage qui va être fait du côté de l'Olympique de Marseille ? Le sportif est clairement en danger là, à l'heure actuelle du côté de l'Olympique de Marseille. T'as plus de directeur sportif, t'as plus de coach, tu perds la confiance de tes joueurs et tu brises l'union sacrée avec les supporters. Et Dieu sait à quel point les supporters sont très 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 importants à l'Olympique de Marseille. T'as la menace du fair play financier, il se passe, c'est complètement ahurissant ce qui est en train de se passer à l'Olympique de Marseille. C'est clairement se tirer une balle dans le pied. J'ai très peur pour l'avenir de l'OM. En plus de ça, il y avait toujours ce petit espoir pour les Marseillais d'avoir une vente du club. Mais Charles, tu pourras le confirmer. Hier, ça a été Jacques-Henri Hérault a dit qu'il n'y aurait pas de vente du club, que c'était une fake news. Donc clairement, c'est catastrophique. Exactement, ça a été totalement démenti par Jacques-Henri Hérault fermement, qui a clairement dit que tout ça était faux, que Franck McCourt comptait ne pas vendre le club, que le club resterait sous drapeau américain encore du coup la saison prochaine. On est quand même dans une situation où peut-être la vente du club était peut-être la meilleure solution d'un point de vue économique pour l'Olympique de Marseille. Il a aussi exprimé du coup par rapport au fair play financier le fait que l'OM jouera bien la Ligue des Champions pour la saison 2020-2021 et si doute il y avait, ça serait pour la saison 2021-2022. On sait que si sanction il y a contre l'Olympique de Marseille, ça sera forcément une exclusion des compétitions vu l'aspect financier du club. C'est catastrophique si l'Olympique de Marseille se voit interdire, même d'un recrutement, ça serait catastrophique. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Brieuc, de cette situation économique du club marseillais actuellement ? Oui, et Charles, tu l'as totalement résumé. Marseille doit vendre en vue de la situation prochaine parce qu'ils ont les finances dans le rouge.
il doit vendre alors qu'ils ont la Ligue des Champions. Donc, c'est un peu deux choses contradictoires. Normalement, quand on a la Ligue des Champions, on essaye de se renforcer. Là, Marseille doit vendre ses meilleurs joueurs pour gagner de l'argent. En plus de ça, on sait que leurs meilleurs joueurs, notamment Florent Thauvin, sortent d'une saison blanche. Donc, au niveau de l'évaluation du joueur, ça va être un peu plombé. On ne sait pas du tout comment ils vont s'en sortir financièrement. Ça s'annonce un été très, très compliqué pour les finances de l'Olympique de Marseille. On suivra bien évidemment tout ce qui se passe de l'Olympique de Marseille. On rappelle du coup l'information, le départ d'Andoni Zubizarreta. André Villas-Boas est pour l'instant toujours en poste du côté du club olympien. On va suivre bien évidemment, petite info qui nous est parvenue aussi. Steve Mandanda ainsi qu'un autre joueur de l'Olympique de Marseille qu'on n'a pas pu identifier, c'est une info RTL, ne voudrait pas poser avec le futur maillot de l'Olympique de Marseille. C'est une petite information mais qui montre bien évidemment la tension qui règne actuellement du côté du club phocéen. Et on va suivre ça avec intérêt car c'est l'un des plus grands clubs de notre championnat. Et on espère bien évidemment les voir au top dans les saisons précédentes. Toujours lié à cette crise bien évidemment que nous subissons actuellement, le club des Girondins de Bordeaux où la situation n'est pas mieux. Le club se trouve dans plein milieu d'une guerre d'intérêts entre agents et dirigeants du club. Pour mieux comprendre la situation, il faut comprendre bien évidemment que ce sont les agents qui ont engagé des poursuites contre le club car ils n'auraient pas été payés pour des histoires de contrats bien évidemment. On a notamment appris des informations complètement ahurissantes avec Paulo Sousa qui toucherait à peu près 1% des transferts réalisés. C'est une situation qui est surréaliste du côté des Girondins où le sponsor principal, Bistro Régent, a d'ores et déjà quitté le navire pour la situation économique. C'est une situation catastrophique à Bordeaux, Matteo. C'est une situation économique catastrophique. Le club n'est absolument pas bien géré, clairement. Il faut savoir, pour se remettre un petit peu dans le contexte, qui commence une saison avec une situation financière qui est déjà très compliquée. Ils sont déjà en déficit. Perte du sponsor principal, Bistro Régent, comme tu l'as dit, il y a du mal à remplir son stade. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport au stade, ça sera un autre débat, mais je le trouve assez mal conceptualisé. Il est trop grand par rapport aux supporters. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même une très faible affluence de Bordeaux cette saison. Je sais pas, moi par exemple, quand je regarde un match de Bordeaux... Il faut noter aussi qu'il y a un gros conflit actuel entre les Ultramarines, donc les Ultras de Bordeaux et la direction, contre bon nombre de décisions. Donc ça rajoute aussi quelque chose qui est très très dommageable pour le club bordelais. C'est ça, donc tu as perte au niveau du ticketing, perte de merchandising. Là, la crise du Covid-19 qui ajoute une perte de droits télévisuels, perte de compétitivité de l'effectif global bordelais. Quand on voit, j'ai pu lire sur Twitter que le club attendait 50 millions de ventes cet été. Je suis désolé, mais à part vendre les 3/4 de l'effectif, je vois pas comment il pourrait y arriver. Après, je suis pas un expert en effectif bordelais, mais je vois pas comment il pourrait atteindre 50 millions de ventes cet été. Et puis, viennent s'ajouter à ça plusieurs polémiques. Donc c'est très 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 inquiétant, d'autant plus que des légendes du club viennent témoigner et viennent tirer la sonnette d'alarme comme Trémoulinas, Aubragnac, etc. Mais est-ce que ce serait pas déjà trop tard? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Brieux, de la situation actuelle à Bordeaux? Est-ce que le club est proche d'un dépôt de bilan, tout simplement? Est-ce qu'il va complètement être rétrogradé? On est quand même sur un des clubs les plus mythiques de notre championnat. On vit une situation qui est extrêmement, extrêmement grave à Bordeaux, non? C'est extrêmement grave, comme tu l'as dit. Puis c'est vrai que c'est complètement dingue. C'est un club historique de notre Ligue 1. Ça fait maintenant 2-3 années qu'ils jouent un peu plus le ventre mou que les compétitions européennes en championnat. Ouais, c'est ça. C'est un club, il y a quand même 10 ans, une grosse dizaine d'années maintenant. Ils étaient champions de France, quart de finaliste de Ligue des Champions. Ils surpassaient tout le monde en Ligue 1. Les 2 années Laurent Blanc, la superbe saison de Johan Gourcuff, ça paraît loin aujourd'hui ces saisons-là. C'est un club, voilà, comme vous l'avez dit, qui est extrêmement mal géré. En tout cas, c'est mon point de vue et c'est l'impression qu'on a un peu tous, je pense, à travers les médias et la communication qu'ils font. On apprend de jour en jour qu'il y a de plus en plus de choses qui sont mal gérées. On a vu avec la commission que touche Paulo Sousa pour chaque transfert, c'est ahurissant. On n'a jamais vu ça dans un autre club. Et comme tu l'as dit, Matteo, il y a toutes les légendes du club qui sont en train de lâcher et de défoncer le club dans les médias. Tu as parlé de Trémoulinas, Aubragnac ou encore Christophe Dugarry, qui n'est pas allé de main morte avec la présidence du club. Donc voilà, c'est un club vraiment totalement détruit qui est en train de mourir à petit feu, on a l'impression. Le projet, on ne sait pas où il va. Le rachat, on a compris qu'ils étaient rachetés, mais on ne sait pas où ils veulent aller. On a l'impression que c'est un peu sur le même profil que le LOSC. Une sorte de club qui voudrait faire notamment de l'achat-revente,
Mais pour faire d'achat-revente, déjà, il faut des pépites. Il y en a pas beaucoup. On a Josh Maja, mais à part ça, Yacine Adli, bien sûr. Mais sinon, c'est compliqué au niveau des joueurs. C'est des bons joueurs de Ligue 1, mais sans plus. On a notamment Nicolas Depréville ou encore Benoît Costil. Ils ont pris Laurent Koscielny, qui a fait une saison pas mauvaise. Mais c'est très, très compliqué sportivement. Et quand en plus de ça, économiquement, ça suit pas, c'est compliqué pour un club comme les Girondins de Bordeaux. On vit un moment des Girondins de Bordeaux qui est quand même ahurissant. Enfin, tu l'as dit, Brieux, le fait que Paulo Sousa touche 1% des transferts. Enfin, je trouve personnellement que c'est le plus grave. C'est ça qui est vraiment le plus grave. C'est qu'on arrive à un stade où c'est plus qu'une guerre d'ego. Il n'y a plus d'unité dans ce club-là. Et on est vraiment, vraiment pas loin de voir le club, pourquoi pas, redescendre dans les divisions inférieures, ce qui serait complètement catastrophique pour les clubs des Girondins de Bordeaux, avec, comme tu as dit, Mathéo, un stade qui est tout neuf, mais qui est vide. Enfin, si dépôt de bilan il y a, c'est quand même atroce ce qui va se passer peut-être dans les prochaines semaines du côté de Bordeaux. On va continuer notre partie actualité, bien évidemment. On va aller bien évidemment maintenant dans le nord, où Amiens continue son combat pour le maintien, pour rester en Ligue 1. Ils ont lancé une pétition pour une Ligue 22, d'ailleurs que Jean-Michel Aulas a signé. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative du club amiénois ? Est-ce qu'il ne serait pas temps de lâcher l'affaire un peu là quand même ? Comme tu l'as dit, Charles, moi je pense qu'à un moment donné, il serait peut-être temps de lâcher l'affaire. On voit que plus ça va, plus ils tentent des démarches. On a vu cette semaine qu'il y avait Laurent Blanc notamment qui s'est rallié à leur cause. C'est compliqué du côté d'Amiens. Ils tentent tout, ils lancent les pétitions sur Internet. Ils sont prêts à tout. Mais malheureusement, encore une fois, la vérité du terrain n'a pas payé pour eux cette saison. Moi, je pense que si aujourd'hui la LFP décide de faire une ligue à 22 équipes, je pense que chaque année, les équipes qui vont être reléguées vont dire « Ah oui, mais l'an dernier, il y a eu ça, pourquoi pas nous ?» Et ils auront raison, parce que si on commence à faire ça, après, les institutions, elles valent plus rien en Ligue 1. Donc moi, je pense que la LFP focalise une dernière fois, c'est mort, entre guillemets, hein, bien sûr, je parle un peu vulgairement, c'est mort, il n'y aura pas de Ligue 1 à 22 clubs. Maintenant, commencez à préparer vos finances, préparer votre effectif pour l'année prochaine en Ligue 2, et on vous accueillera avec plaisir dans 2 ans. Mais l'année prochaine, ce ne sera pas avec nous. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mathéo, de Ligue 1 à 22 ? Mathéo, une Ligue 1 à 22, c'est quand même assez ahurissant, comme a dit Brieux. C'est impossible de voir ça. Je pense que Brieux a tout dit. Le club est dans un combat qui est quand même honorable malgré tout. Et c'est vrai qu'il n'est pas passé très loin d'un maintien. Ils sont dans une stratégie où ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Ils relaient énormément de témoignages. Une stratégie qui est aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais basée sur l'étranger. Ils ont envie de créer peut-être une sorte de bad buzz international autour de la Ligue 1. Mais malheureusement, pour répondre à ta question, Charles, je pense que ça va être très, très, très compliqué, voire impossible de retourner la situation. Et je rejoins totalement Brieux. Je pense que le mieux, c'est de rester à 20 équipes. Et voilà, ils remonteront plus fort dans quelques années. En tout cas, cette idée a été validée par des présidents qui veulent se battre. On sait que Toulouse a aussi des intérêts à rester en Ligue 1. Lyon, bien évidemment, dans sa continuité. Enfin, on verra bien évidemment ce qui se passera, mais ça paraît quand même très très compliqué de voir une Ligue 1 à 22 dans les prochaines saisons. Et si cette décision est prise d'une Ligue 1 à 22, ça impactera toute la suite de notre championnat et ça sera très très compliqué. Enfin, l'UEFA, d'un côté plus européen, pourrait supprimer les barrages cette saison pour les compétitions européennes et privilégier le classement UEFA, ce qui pourrait pénaliser Rennes, Reims et Nice. Mathéo, est-ce que tu peux un peu nous expliquer cette décision et en quoi ça affecterait nos clubs français et aussi les dernières infos qui ont été données vis-à-vis de ça ? Yes, alors du coup, c'est comme tu dis, ça a commencé cette semaine. Rien d'officiel pour le moment, hein. C'est qu'une supposition de l'UEFA, mais ce qui voudrait dire que par exemple, la place de 5e ou 6e en France ou le gagnant des coupes, donc je crois que c'est Saint-Etienne ou Lyon, ou là en l'occurrence le 5e et 6e Reims et Nice, n'accéderait pas à l'Europa League et surtout Rennes en Ligue des Champions. Le président de l'UEFA va même plus loin ces derniers jours, puisque dans l'édition du jour de l'équipe, on apprend qu'il menacerait les clubs dont les championnats ont été définitivement arrêtés de devoir disputer les barrages pour participer aux compétitions européennes. Donc là, par exemple, c'est le PSG et l'OM pour la Ligue des Champions, Lille pour l'Europa. On aurait pu avoir peur que le fossé se creuse de plus en plus pour la Ligue 1, entre la Ligue 1 et les autres grands championnats. Heureusement, ça a été démenti tout de suite après par le compte officiel de l'UEFA. Mais
en tout cas, ce qu'on peut voir d'un point de vue un peu, quand on prend du recul, c'est que c'est le gros bordel. C'est le gros bordel. Je pense que l'UEFA ne sait encore pas ce qui va se passer pour les saisons prochaines. Ils sont encore dans le flou. Tout peut encore se passer, donc il faut bien rester sur nos gardes. Brieux, qu'est-ce que tu penses toi, de cette un peu de cette embargo qu'on a autour de ces barrages de Ligue des Champions? On est totalement dans le flou là. On est totalement dans le flou, comme tu l'as dit, puis comme l'a dit Mathéo aussi. Un jour, ils disent quelque chose, le lendemain, ils disent une autre chose ou ils démentissent. On comprend plus rien à ce qui se passe. Moi, je pense que le plus juste, ce serait de faire au maximum le plus proche de ce qui se passe d'habitude, c'est-à-dire les 2 premiers qualifiés en Ligue des Champions directement, le 3e qui dispute les barrages, le 4e qualifié directement en Ligue Europa, 5e et 6e, je crois qu'ils vont directement... Non, quand tu es vainqueur de coupe, tu vas directement en Ligue Europa. Enfin, en tout cas, faire le plus proche de d'habitude, ça c'est sûr. En tout cas, on suivra avec intérêt. Je pense que personnellement, si je peux donner mon avis, c'est surtout un problème de calendrier qu'a l'UEFA. On sait que donc tous les championnats vont reprendre, le championnat allemand, espagnol, italien. Tout est en train de reprendre un petit peu son cours. On parle aussi d'une Ligue des Champions du coup en août. C'est à peu près à cette période-là que se jouent les barrages. Je pense qu'il y a aussi un problème de calendrier que l'UEFA est en train de gérer et essaye de maintenir une communication, on va dire, à peu près bonne, mais qui est pour l'instant très très compliquée vis-à-vis de tout ce qui se passe dans le monde actuel. Pour finir un peu cette partie actualité, on va parler du cas Adrien Rabiot qui a agité la planète football ces dernières heures. La première information qu'on a eue, c'est qu'Adrien Rabiot était le seul qui manquait à l'appel lors de la reprise d'entraînement de la Juventus de Turin pour une soi-disant grève vis-à-vis d'une réduction des salaires, chose qui a complètement étonné, on va dire, bon nombre d'entre nous, avant d'être démenti comme étant une fake news, même par le joueur sur son compte Instagram. Qu'est-ce que vous pensez un peu du fait que déjà Adrien Rabiot ne soit pas présent à l'entraînement? Brieux, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, je pense encore une fois que ça confirme tout ce qu'on a pu dire ces dernières années sur le comportement du joueur. C'est un joueur qui comprend pas trop, je pense, son métier de footballeur professionnel, qui sait pas vraiment comment faire pour se faire remarquer. Je dirais même parfois, on a l'impression qu'il écoute trop sa maman aussi. Moi, je pense qu'à un moment dans sa carrière, il se rendra compte que sa mère lui aurait, entre guillemets, volé une belle partie de sa carrière avec en lui dictant de faire un comportement pas très respectable au niveau des clubs. Moi, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un joueur qui a un talent, c'est indéniable. Il est très talentueux, ce joueur-là. Mais voilà, dans la tête et dans le comportement, ça suit pas. Et du coup, moi, je pense vraiment qu'il va regretter sa carrière. Mathéo, qu'est-ce que tu en penses, toi, un peu de toute la spéculation qu'on a eue autour d'Adrien Rabiot et de toutes les fake news qu'on a pu avoir autour de ça, mais juste aussi le fait qu'il n'est pas venu, que ce soit le dernier à venir à l'entraînement du côté de Turin? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, c'est Adrien Rabiot, quoi. Je trouve que c'est un peu ridicule, surtout qu'il a fait une plutôt bonne saison à la Juve, donc c'est se tirer une balle dans le pied, c'est pas du tout professionnel. Et pour revenir aux fake news, voilà, faut faire attention, faut bien faire attention en lisant les médias. Il y a pas mal de fake news, mais il y a aussi, on en a parlé tout à l'heure en interne avec les collègues. Il y a aussi pas mal de le jeu des médias à travers les clubs, à travers les agents, à travers les joueurs pour faire monter les enchères. Donc, faut faire très attention à ce qu'on lit. Tout à fait. Et puis on a eu aussi quelques informations de l'équipe comme quoi la Juventus serait prête à mettre Adrien Rabiot dans bon nombre d'échanges pour s'en séparer, pour récupérer d'autres joueurs. Bien évidemment qu'on l'a dit, il faut prendre cette information avec des pincettes. Mais en tout cas, l'avenir d'Adrien Rabiot du côté de la Juventus de Turin est plus que flou et risque encore de faire parler beaucoup. Voilà pour toutes les actualités à peu près de la semaine. Mathéo, je vais te laisser la parole pour toute la partie mercato de cette semaine. Merci Charles. Alors même si la semaine a été riche en actualités, on en a parlé avec la situation de l'OM, elle a été aussi pour le mercato. On commence tout de suite en direction de l'Espagne, puisque le club de Séville cherche un remplaçant d'Eder Banega. Le club sévillan aurait dans son viseur plusieurs joueurs de Ligue 1. Maxime Lopez, on en a déjà parlé, mais surtout Willian Cyprien. On parle d'un joueur qui est à Nice depuis un petit moment. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce vraiment une bonne idée pour Willian Cyprien de partir à l'aube d'un nouveau projet ambitieux? Ou du coup, est-ce une bonne idée de changer d'air, d'aller dans un nouveau championnat qui peut-être lui correspond mieux? Moi, je pense que ça lui ferait du bien de changer un peu d'air. Il a fait, entre guillemets, ses plus belles années du côté de Nice. Je crois qu'il y a 2-3 ans, il a fait une très très belle saison avant de se faire les croisés la saison suivante.
Moi, je pense que ça lui ferait du bien de changer d'air parce que j'ai l'impression qu'il patine un peu du côté de Nice en ce moment. Il n'arrive plus à retrouver son niveau d'avant. Peut-être que ça se passe pas si bien qu'on puisse le penser avec Patrick Vieira. Changer d'air en restant quand même dans un club qui a pas mal réussi aux francophones, qui est le FC Séville. On se souvient notamment du parcours de Steven Nzonzi, de Kevin Gamero là-bas, qui a gagné plusieurs Europa League, ou d'autres joueurs de renom. Moi, je pense vraiment que c'est une bonne idée pour lui, que ça va lui faire du bien de voir un autre football. Je pense que le football espagnol peut lui correspondre. Donc j'attends de voir, mais je pense que ce serait pas une mauvaise idée pour lui. Moi, personnellement, je pense que c'est quand même quelque chose d'important pour William Cyprien de partir de l'OGC Nice. Il était promis, on va dire, un très bel avenir quand même. On en a parlé avant que William Cyprien était aux portes de l'équipe de France à un moment donné de sa carrière. Il a peut-être manqué le coche de prendre vraiment du galon au sein de la Ligue 1. Et comme tu as dit, Brieux, le FC Séville est un club qui marche énormément aux joueurs, non seulement francophones, mais aussi qui viennent de Ligue 1. La saison de Lucas Ocampos actuellement avec le FC Séville est quand même impressionnante. Jules Koundé est arrivé aussi du côté de Séville. On a vu Joris Gnagnon, Wissam Ben Yedder. Enfin, c'est un club qui vraiment marche pour les joueurs de Ligue 1 et pour les joueurs francophones. Donc ça peut être quelque chose de très très intéressant pour William Cyprien. Eh bien, on suivra ça de près dans les jours et les semaines à venir. On reste du côté du championnat français. Et cette fois-ci, ce n'est pas la Ligue 1. S'il s'agit de la division inférieure, puisque Guingamp annonce officiellement la signature de l'ancien international français Paul-Georges Ntep. Il arrive libre de tout contrat et tentera de faire remonter son nouveau club de Guingamp en première division. En Allemagne, une actualité qui est surtout rythmée, messieurs, par la reprise du championnat dès aujourd'hui, mais aussi par le mercato, puisque le Bayern sera en train de conclure l'arrivée de Sergiño Dest selon Football. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un joueur de l'Ajax, première saison en tant que professionnel, 20 matchs cette saison, donc saison plutôt complète. C'est un jeune défenseur droit. Messieurs, ma question elle est plutôt simple. Est-ce que le fait que le Bayern de Munich recherche activement un défenseur droit, ce n'est pas un mauvais signe pour Benjamin Pavard? Est-ce que c'est pas la fin de Benjamin Pavard titulaire au Bayern? Pour répondre à ta question, Mathéo, moi je pense pas que ce soit la fin de Benjamin Pavard au Bayern. Je pense qu'il a réalisé une bonne saison au Bayern de Munich, que l'entraîneur et la direction est contente de son niveau de jeu actuel. Et je pense que c'est juste histoire d'avoir un backup en cas de blessure de Benjamin Pavard ou même pour lui donner un peu de concurrence. On sait qu'ils avaient tenté le coup Odriozola cet hiver, ça n'a pas marché. Il est arrivé au Bayern de Munich, mais ses prestations n'étaient pas assez suffisantes pour le recruter du côté du Bayern. Donc moi, je pense que c'est juste histoire d'avoir quelqu'un derrière lui, si jamais Pavard se blesse ou en cas de mauvaise performance. Je suis totalement d'accord avec Brieux, dans le sens où dans un grand club, il faut qu'il y ait de la concurrence à chaque poste, et avoir deux joueurs de très bon niveau, ça peut être que bénéfique pour le club, mais ça peut être aussi bénéfique pour Pavard parce qu'on sait qu'il peut jouer aussi dans l'axe. Et donc peut-être que la direction du Bayern Munich et le coach du Bayern Munich veulent d'avoir Pavard dans l'axe, donc peut-être ça permet, en tout cas ça laisse beaucoup plus de possibilités au Bayern Munich pour ses choix en défense, quoi. En tout cas, on le souhaite pour Benjamin Pavard. À noter que le jeune défenseur de l'Ajax est également suivi de près par le Barça, selon France Football, article qui est sorti ce matin. Et puis on finit avec l'information choc du côté de l'Italie. Selon le Calcio Mercato, il nous apprend l'intérêt très fort de la Juventus pour Memphis Depay, qui voudrait essayer de recruter le joueur néerlandais pour pallier au futur départ d'Higuaín. Charles, toi qui suis un petit peu le championnat italien et qui aime plutôt bien Memphis Depay, la Juve est-elle une bonne destination pour lui? Ça va dépendre de l'avenir de bon nombre de joueurs du côté de Turin. Personnellement, je pense que Memphis Depay a sa place du côté de la Juventus. Je pense qu'il a passé un cap cette année à l'Olympique Lyonnais malgré sa blessure. On a vu que c'était un leader, on a vu que c'était un très bon capitaine de l'Olympique Lyonnais. Je pense que surtout ça va dépendre de l'avenir de Gonzalo Higuaín du côté de la Juventus. Parce que Gonzalo Higuaín est quand même un gros salaire du côté de la Juventus, qui essaye un peu de s'en séparer, et je vois bien, on va dire, Memphis Depay prendre le relais de Gonzalo Higuaín pour justement faire cette paire d'attaquants avec Cristiano Ronaldo et pourquoi pas Paolo Dybala juste derrière. Pour moi, ça va surtout dépendre de l'avenir de bon nombre de joueurs du côté de la Juventus de Turin, quoi. Mais ça serait un très très bon choix pour la Juve et pour Memphis Depay. Et Brieux, toi, pour rebondir sur ce qu'a dit Charles, Memphis à la Juventus, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ce serait un bon remplaçant d'Higuaín? Moi, je pense que ce serait une bonne idée et je vais aller du même côté de Charles, c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait qu'il y ait des départs
mais pas du côté d'Higuaín. Moi, je penserais plus justement avec Paulo Dybala. Je trouve qu'ils ont un peu le même profil avec Depay, Dybala et Depay. La seule différence entre les deux, entre guillemets, c'est que Dybala est plus gaucher tant que Depay est droitier. Mais sinon, je trouve qu'ils ont un peu le même profil. Ils peuvent jouer tous les deux sur un côté, donc en l'occurrence le droit pour Dybala, le gauche pour Depay. Ils jouent tous les deux en 9,5 ou en 10. Ils peuvent tous les deux jouer en attaquant. Moi, je trouve que c'est un peu deux joueurs assez similaires. Après, à voir s'ils sont complémentaires ou pas. On sait que parfois deux joueurs du même profil peuvent très bien s'entendre. Mais c'est sûr que ce serait une très bonne idée pour la Juventus. Pour Memphis Depay, je sais pas, ça dépendra surtout de son temps de jeu et de ce qu'il en fait. Bien, merci beaucoup messieurs, c'est tout pour cette semaine. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle rubrique Mercato. Merci beaucoup Mathéo pour toutes ces grandes informations. Merci Brieux pour tous tes éclaircissements sur bon nombre de sujets. On espère bien évidemment que vous avez apprécié ce petit podcast sur du coup les actualités de la semaine. On vous donne rendez-vous plus tard pour bien évidemment le débat de la semaine. On vous souhaite une très bonne journée. Regardez du football avec la Bundesliga qui reprend dès aujourd'hui. Bonne soirée à vous, bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Messi, encara Salut. Messi, encara 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 Messi, gol, 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 Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero.